Bon, merci Gilles pour toutes ces explications. Évidemment, je ne vais pas prendre la parole très longtemps parce qu'il faut la donner à nos invités. Simplement, peut-être insister sur une chose. Actuellement, je lisais dans un journal qui m'arrive de lire qu'il y a un petit dessin là, surenchère écolo dans les programmes des municipales. Et le type d'en dessous qui dit c'est plus une urne électorale, c'est un bac à compost. Donc on parle beaucoup d'environnement à l'heure actuelle, et c'est bien que les amis de Léo Figuière qui était un homme curieux de toutes les inventions scientifiques, de toutes les recherches et de toutes les études possibles, donc c'est bien que nous participions à ce débat. Pour préciser un peu ce que disait Gilles, c'est vrai, on parle de collapsologie, et c'est vrai aussi que le seul instrument qui soit de la seule responsabilité humaine, de la seule responsabilité de nos complexes scientifico, industriello, militaro, etc., c'est l'arme nucléaire. Et l'arme nucléaire, elle est en effet capable de rendre la Terre inopérante pour la vie humaine. Ça, il faut l'avoir à l'esprit, sinon on ne comprend pas tout. Et c'est vrai que le reproche qu'il est possible de faire à tous ces gens qui écrivent beaucoup de choses sur le climat, sur tout ça, c'est nécessaire de le faire, mais il faudrait aller jusqu'au bout du raisonnement et dire qu'en effet, on a inventé de quoi rendre la Terre inhabitable. Il y a un auteur qui s'appelle Ben Kramer qui a fait un truc sur guerre et paix et écologie. Une façon de poser la question qui me paraît intéressante. Et dans un journal que je lis régulièrement, qui s'appelle Courrier International, je lisais hier, ce n'est pas seulement la technologie qui façonne l'avenir, mais la façon dont la société s'en empare. Et la société, c'est moi, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Et c'est bien que la société s'empare de ces questions à travers des débats comme celui-là. Et je laisse la parole, je reviendrai évidemment poser des questions après, mais je laisse la parole à Amar, peut-être, dans un premier temps. Oui. Désigné d'office par ordre alphabétique. Ou tu préfères avec tout ça ? Donc, bonjour et merci d'être si nombreux aujourd'hui. Je vais prendre un angle pour répondre aux multiples questions de la table ronde d'aujourd'hui. Je vais prendre un angle, celui de l'énergie. Et l'avantage de l'angle de l'énergie, c'est que le discours que je vais tenir, il pourrait être produit pour d'autres questions comme l'eau, comme l'agriculture et d'autres problèmes. Je vais essayer en 4-5 diapos de poser un petit peu l'équation à la fois climatique et énergétique qui est posée au monde, parce que il faut qu'on pense quand même au niveau global. Si on pense l'écologie juste avec notre espace notre région riche qu'est l'Europe ou la France, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on a déjà un gros différentiel. Si on prend par exemple la donnée de l'accès à l'énergie, vous avez ici une carte de la Terre qui est la nuit. Si on regardait depuis l'espace, on s'imaginerait que l'essentiel de la population ici est en Europe. L'Afrique est complètement éteinte. Il y a de larges parties du monde qui sont complètement éteintes. C'est pas parce qu'elles sont pas habitées, c'est qu'il y a l'accès à l'énergie et en particulier à l'électricité, qui est une forme d'énergie qui est extrêmement importante et qui dit beaucoup sur le niveau de vie des gens. Eh bien, c'est peut-être naturel pour nous dans nos pays riches, mais dans de vastes régions du monde, c'est absolument pas le cas. Et là, on a ce différentiel d'accès à l'énergie qui est flagrant quand on voit juste l'accès à l'électricité qui est qu'une forme d'énergie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi c'est important? Eh bien parce que
je vous ai dit que ça conditionnait énormément notre qualité de vie. Il y a un indice qui est très parlant, c'est l'espérance de vie. Alors, on pourrait choisir d'autres indices, mais c'est celui-là que j'ai choisi. Et si on mettait en regard de la consommation d'énergie par habitant l'espérance de vie par pays, eh bien, ça donne tous ces points que vous avez ici dans le graphique, où vous avez donc en ordonnée l'espérance de vie, et puis en abscisse, vous avez la consommation d'énergie en TEP par habitant. Et alors, on reconnaît plusieurs... Je mets mes lunettes, j'y arrive. Technologie archaïque quand même, manuelle. Alors, vous reconnaissez plusieurs pays ici. Alors la France, par exemple, si on lit ensemble le graphique, en France, on consomme un peu moins de 4 TEP par habitant. Alors la TEP, c'est la tonne équivalent pétrole. C'est une unité d'énergie qui comptabilise toutes les énergies, même s'il y a le mot pétrole dedans. Vous avez le charbon, le gaz, les énergies renouvelables, le bois, le nucléaire, etc. Tout est compris dedans. Un autre pays européen, l'Allemagne, qui ressemble beaucoup à la France, on a légèrement en dessous de 4 TEP par habitant, et l'espérance de vie, elle est un peu au-dessus de 80 ans. Si on a une limite à partir de 2 TEP, eh bien, vous voyez que les points, ils ont tendance à plonger. C'est-à-dire que vous avez des pays comme le Cameroun, le Kenya, l'Inde, où vous avez moins 10 ans, moins 20 ans, voire plus, jusqu'à moins 30 ans d'espérance de vie. Alors il faut savoir que par rapport à il y a 10 ans, il y a eu un progrès. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, l'espérance de vie a progressé. Mais ça reste, on voit bien qu'il reste une corrélation assez nette entre la consommation d'énergie par habitant et l'espérance de vie. Si on prend un autre indicateur, l'indice de développement humain, là, la courbe elle est encore plus flagrante. Parce que là, c'est pas seulement l'espérance de vie qu'on mesure, là, mais c'est vraiment la qualité de vie et donc tous les services publics que peuvent disposer les êtres humains. Et c'est très en relation avec la consommation d'énergie par habitant. Alors, ce qui se dit dans les organismes internationaux, l'ONU, c'est qu'il faudrait que chaque habitant, pour pouvoir avoir de l'eau potable, un peu de transport, un peu d'électricité, ne serait-ce que pour que la nuit, il y ait une vie dans les familles, que ce soit pas... c'est très difficile, en fait, de parler de ça en France, parce que nous, il y a beaucoup de services qui nous paraissent naturels. Et c'est très difficile, du coup, d'expliquer pourquoi l'énergie est extrêmement importante, parce qu'on n'en manque pas, pratiquement. Mais dans pas mal de pays, le simple fait de ne pas pouvoir avoir une chaîne du froid, c'est-à-dire des frigos, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de médicaments. Et les gens meurent parce que ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de frigo, on peut pas conserver des médicaments. Je peux vous parler de l'eau potable aussi. L'eau potable, c'est une dépense énergétique. Pour pouvoir transporter, purifier et retraiter de l'eau, dans une agglomération comme la nôtre à 8 millions d'habitants, le fait de faire ça et d'amener de l'eau à chaque robinet et de la retraiter, c'est un exploit technologique. Et un exploit technologique qui est possible parce qu'on est un pays riche et qu'on peut dépenser de l'énergie pour fabriquer ces infrastructures, pour purifier cette eau, etc. Les transports, etc. Donc il y a énormément de choses qui nous sont naturelles pour nous, mais par manque d'énergie, dans pas mal de pays, eh bien, vous avez une cascade d'obstacles qui font qu'ils se retrouvent dans une situation assez catastrophique et qui est résumée en partie par l'espérance de vie, mais si vous pouvez prendre d'autres indicateurs, c'est flagrant. Il faudrait donner 2 TEP par habitant. 2 TEP par habitant pour subvenir aux droits les plus élémentaires, une certaine qualité de vie, etc. On va faire un petit calcul ensemble, et si vous retenez ça, ce serait déjà énorme.
de retenir ça, parce que vous allez pouvoir manipuler des ordres de grandeur. Si on donne 2 TEP par habitant, si on se fixe pour objectif politique de fournir un droit à l'énergie à ce niveau-là, eh bien, en 2050, on sera 9,5 milliards d'habitants. C'est les projections démographiques. Bah, il suffit de faire le calcul pour savoir ce qu'on devrait produire en énergie pour, globalement, au moins, pour répondre à ce droit-là. On est 9,5 milliards d'habitants, 2 TEP par habitant, bon, c'est une multiplication, 9,5 fois 2. Si je ne me trompe pas, ça fait 19 milliards de TEP. Donc il faudrait produire 19 milliards de TEP pour répondre à ces droits-là. Ça suppose, quand je dis ça, ça suppose qu'il y a pas mal de pays riches, comme on prend les États-Unis, qui sont plutôt à 8 TEP, 7 TEP. Il faudrait qu'ils basculent à 2 TEP. On fait cette simplification radicale de placer tout le monde à 2 TEP. Donc on est en train de... C'est économie d'énergie, efficacité d'énergie inclus, etc., etc. Donc c'est le scénario très dur où on fait passer tout le monde à 2 TEP, et puis c'est pour les pays riches beaucoup de technologies, d'efficacité énergétique. Puis pour d'autres pays, c'est un gros progrès, parce qu'ils passent de 0,5 à 1 TEP à 2 TEP. Il faudra en produire 19 milliards. La bonne question qu'on doit se poser maintenant, qu'on a fait ce raisonnement-là, il faudrait 19 milliards de TEP à produire en 2050. La bonne question à se poser, c'est aujourd'hui, on en produit combien? Hein? Alors, si on regarde combien on en produit, on est autour de 13-14 milliards de TEP. Ça veut dire qu'il faudrait, d'ici 2050, sortir presque 50% de plus, un bon 40% de plus que ce qu'on produit actuellement, pour répondre à des besoins basiques de vie digne pour des milliards d'habitants. Alors ici, vous avez donc la courbe de production d'énergie dans le monde. Et alors c'est en... vous êtes en... Alors c'est en 12 500, c'est en kilotep, du coup. Et vous reconnaissez donc l'ordre de grandeur que je vous ai donné, où on doit être à 13,5 milliards de TEP actuellement. Et comment on produit cette énergie-là actuellement? On la produit essentiellement avec du charbon, du pétrole et du gaz. Vous avez 80% de notre énergie actuellement qui est produite par ces 3 sources qui sont essentiellement responsables de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Et le reste, donc, vous avez le nucléaire en bleu clair, l'hydraulique en bleu foncé, et ensuite en vert, vous avez la biomasse, tout ce qui est bois, etc., et les déchets. Et dans un fin trait vert, donc le trait de crayon, qui s'épaissit un peu, mais qui reste un trait de crayon, c'est tout le reste des énergies renouvelables nouvelles, qui sont le solaire, l'éolien et la géothermie. Et c'est le gros, en fait, et c'est surtout la géothermie qui pousse tout ça. Alors on pourrait beaucoup parler de cette courbe. On peut noter notamment le démarrage. Vous voyez que le charbon, déjà, ce n'est pas une énergie du passé, c'est une énergie qui est fortement présente dans le monde. Et vous voyez un fort démarrage à partir de l'an 2000. Et l'an 2000, à partir de l'an 2000, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le démarrage économique de la Chine. Le décollage de la Chine, vous le voyez, il est très net. On le voit à travers cette figure-là. Donc on a un gros problème, c'est que, là je suis en train de vous poser un deuxième problème, c'est que d'abord on n'en produit pas assez d'énergie, et en plus, ce qu'on produit actuellement, comment on le produit, c'est pas satisfaisant. Donc on va devoir changer ce mix et puis l'agrandir. Et si on regarde alors les émissions de CO2, donc on est aujourd'hui de mémoire autour de 33 milliards de tonnes de CO2 émis chaque année. Et il faudrait
aboutir dans les environs, il faudrait qu'on n'en émette que 15 milliards de TEP, 15 milliards de tonnes de CO2. C'est ce que peut absorber la biosphère. Donc aujourd'hui, vous voyez bien, avec les émissions de CO2, on n'est pas en train de les faire baisser. Elles sont encore en train d'augmenter, alors qu'il faudrait, de façon urgente, descendre à 15 milliards de tonnes de CO2. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus, mais si j'avais 30 secondes pour dire pourquoi le réchauffement climatique, c'est extrêmement grave, eh bien, vous entendez parler de plus 3, plus 4 degrés de réchauffement climatique. Si vous prenez l'inverse, quand il y avait des glaciations il y a 20 000 ans et qui recouvraient la moitié du nord de l'Europe, donc un temps complètement différent, ici c'était un climat sibérien, eh bien, le refroidissement global, il correspondait à 3-4 degrés, pas plus. Ce n'est pas moins 10, moins 15, c'est moins 3, moins 4 degrés. Ça vous donne une petite idée de quelle catastrophe représente un réchauffement de 4, 5, 6 degrés. Ce ne sont même plus des chiffres fantaisistes. Il y a encore quelques années, je ne les aurais pas prononcés. Mais les derniers rapports disent que 6-7 degrés, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose de... avant, c'était 5 degrés, pourquoi pas? Maintenant, ça a bougé. Ça vous donne une idée du changement. Qu'est-ce qu'on appelle un changement climatique? Plus 3, plus 4 degrés, c'est pas juste je vais avoir un petit peu plus chaud l'été et la Bretagne, ce sera un peu plus sympa. C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment un changement global du type de ce qu'on a connu pour l'ère glaciaire. Alors, face à ça, je vais répondre en partie à une question qui est donnée, parce que cette partie-là, c'était juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, pour que vous repartiez en vous disant que les ordres de grandeur, c'est important. Sinon, on parle dans le vide sur écologie. Mais pour répondre au catastrophisme, eh bien, il y a des solutions. Il y a des solutions. Et par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, elle a réfléchi à essayer de boucler le problème. C'est-à-dire à la fois fournir suffisamment d'énergie pour une planète à 9-10 milliards d'habitants, tout en tenant le front du réchauffement climatique, des émissions climatiques. Et alors l'Agence internationale de l'énergie, ils ont réfléchi sérieusement, c'est-à-dire dans le sens où on va regarder pays par pays les potentialités, ce que peut faire chaque pays comme effort, etc. Et là, c'est extrait d'un rapport, alors j'ai refait la courbe, mais c'est extrait du rapport de l'AIE de 2013. Et vous avez la courbe des émissions de CO2, ici, qui... si on ne fait rien, si on fait juste des politiques actuelles, ce qui est programmé, c'est cette courbe-là qu'on va suivre. Donc on n'est même pas alors qu'on devrait aller vers 15 milliards de tonnes de CO2. Donc on n'est même pas vers une baisse. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour passer de cette courbe à celle-là, qui permettrait pas de contenir le réchauffement climatique, mais de le limiter à 2 degrés. On ne cherche même pas à c'est pas trop possible, mais juste ça. Eh bien, il y a en gros, je vais faire vite, 3 gros leviers. Il y a toutes les mesures d'efficacité énergétique, d'économie et d'efficacité énergétique. Donc c'est tout ce qu'on dit sur la rénovation énergétique des bâtiments, le chauffage efficace, le transport public, tout ce qui est l'économie circulaire. Vous pouvez ranger dans ce chapitre-là. Je vais faire les grosses mesures, je ne vais pas aller dans le détail. Vous avez une grosse partie qui va venir des énergies renouvelables, mais quand on dit énergie renouvelable, la plupart du temps, on se dit c'est du solaire et de l'éolien, ça en fait partie, mais c'est surtout l'hydraulique. C'est là la représentation, elle est comme ça, on pense solaire et éolien quand on pense renouvelable, mais là, le gros du gisement, c'est les barrages hydrauliques. Il y a des barrages hydrauliques à construire un peu partout dans le monde qui sortiraient des millions de personnes de la misère, et ça en fait partie. Et puis il y a le bois, et puis etc. etc. Donc c'est le gros levier. Et l'autre levier, c'est le nucléaire. Et le nucléaire qui a un rôle important parce qu'il a un rôle déterminant pour l'électricité. Dans le renouvelable, en fait, vous avez une partie qui est l'électricité, et vous avez toute l'autre partie qui est le renouvelable chaleur.
Le nucléaire, on l'utilise que pour faire de l'électricité. On pourrait faire de la cogénération, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc, en fait, c'est les 3 gros leviers actuels pour pouvoir contrer le réchauffement climatique. La solution n'est pas tout renouvelable, elle n'est pas tout nucléaire, elle n'est pas tout efficacité énergétique, etc. En fait, il va falloir actionner ces 3 leviers-là. C'est confirmé par les derniers rapports du GIEC qui, dans ces scénarios énergétiques, propose l'essentiel de ces scénarios, en tout cas celle qu'elle a retenue pour le résumé pour les décideurs. Il faut une part de nucléaire grandissante. Ça, je vous le dis, c'est important par rapport au débat qu'on a. Je vais juste dire une petite chose et je m'arrête là. On pourrait se dire que tout à l'heure, tu nous as dit qu'il fallait 19 milliards de TEP. Aujourd'hui, on en produit 13, donc il faudra en produire plus. Et maintenant, tu nous montres une courbe où les mesures d'économie et d'efficacité énergétique, elles vont jouer un grand rôle. Donc, on a l'impression que c'est contradictoire. En fait, non, ce n'est pas contradictoire. Si on ne fait pas d'efficacité énergétique et d'économie énergétique, ce n'est pas 19 milliards qu'il faudra produire, mais plutôt 25, voire 30. Hein, c'est ça. Donc, vous voyez, comment dire, on est comprimé de toutes parts, c'est-à-dire il faut tenir plusieurs fronts, et il va falloir utiliser tous ces outils-là, et pas être dogmatique. Ça, c'est très important. Et puis, vous vous en doutez, mais les autres intervenants en parleront, c'est que tout ça, ça demande du financement, ça demande des batailles politiques et tout ça, mais il est intéressant de voir qu'il y a des organisations internationales qui proposent des solutions et il y a des batailles politiques à mener. Donc le catastrophisme, c'est une idée qui se balade parce qu'on veut nier le fait qu'il y a des solutions qui sont possibles et qu'il faudra faire des batailles politiques. Pour ça. Donc le catastrophisme, c'est un moyen peut-être aussi de contourner ces batailles politiques et de se dire c'est fichu, etc. Mais je pense qu'il faut les mener, ces batailles. Voilà. Merci. Bon, je crois que les premières questions sont déjà posées, vous pouvez les préparer. Je n'ai pas salué tout à l'heure Marie-Claire Petit-Perrin, qui est responsable du CCFD à Malakoff, très important, et qui aura des questions à poser, notamment sur, y compris les déchets nucléaires, peut-être. Je donne la parole à Frédéric Bocara, qui va aborder la question de l'économie, oui, au sens large. Merci, d'abord merci. Ça marche, là, on m'entend? De toute façon, son micro, c'est pas... Donc merci de cette invitation. Moi, je suis très content d'être ici à Malakoff où j'ai travaillé pendant depuis 86, donc 33 ans à l'INSEE, puis l'INSEE a déménagé à Montrouge. Voilà, j'ai fait beaucoup de réunions ici. Alors, au nom de l'écologie, on culpabilise les gens et leur consommation. C'est un peu ce qui a été dit. Alors que l'enjeu, c'est de révolutionner et la production et la consommation. Et en agissant sur le levier décisif des entreprises, leurs critères de gestion, leur financement, et d'autres pouvoirs institutionnalisés, et en développant des services publics en grand, d'autres types de services publics, y compris par des mises en réseau internationales, et une toute nouvelle planification stratégique, autogestionnaire et démocratique. C'est-à-dire vraiment pousser une autre culture, les moyens d'une autre culture, une autre production, et non pas renvoyer à l'individu consommateur qui agit par le marché et qui est bloqué dans ce qu'il peut consommer. Mais il faut voir la profondeur en réalité, ça renforce le besoin de révolution et ça l'élargit. Ce n'est pas pour rabattre, au contraire, il faut voir à quel point ce que ça veut dire révolutionner tout ça. Mais la réponse de l'idéologie dominante, c'est la marchandisation et le malthusianisme, si vous voulez. La marchandisation éventuellement corrigée par quelques mesures compensatoires, éventuellement dites sociales. On pourra parler de la taxe carbone si vous voulez. J'ai un petit graphique qui m'amuse. Mais pour consommer autrement, il faut qu'une autre production existe. C'est quand même, tu l'as dit pour l'énergie, mais ça peut se dire pour beaucoup de choses, y compris les transports. Et on ne peut pas s'en remettre au marché piloté par les attentes de rentabilité financière pour répondre nécessairement de façon écologique. Il faut une action intentionnelle, consciente. On est en réalité devant
un enjeu de civilisation où l'être humain doit être capable d'agir de façon consciente et coordonnée par rapport à ce qu'il a créé en le maîtrisant. La nécessité d'une autre culture de la consommation et de la production au but de vie et à une vie libérée qui doit pouvoir s'imposer face à cette société qui privilégie le profit et la surexploitation des êtres humains et de la planète au lieu d'économiser le capital et de réduire le temps de travail, bien entendu. Mais en économisant aussi le travail. On ne va pas réduire le temps de travail en s'épuisant à la peine et en étant inefficace. Donc, mais au-delà même de dire attention, c'est grave, c'est moins grave, c'est plus ou moins grave, je pense qu'il y a 3 éléments dans la crise écologique, et il faut les voir, j'utiliserai un gros mot, de façon dialectique. 1, bien sûr, il y a les limites possibles d'un certain nombre de ressources naturelles. Ça, c'est quantitatif, c'est mécaniste, on a un peu ça en tête. Mais il y a la technologie qui fait que limite des ressources, mais effet des ressources n'est pas forcément prédéterminé. Mais deuxièmement, donc on a les pollutions qui mettent en cause les êtres humains. Donc limite des ressources, pollution, c'est pas la même chose. Mais troisièmement, le potentiel des nouveaux domaines possibles, quand même. Les océans, l'espace, les biotechnologies. Bien sûr, une transition écologique réussie, moi je ne suis pas pour dire la transition écologique, mais une transition écologique réussie, ce qui pousse le défi, ne va pas tomber comme ça mécaniquement, va pas se faire en utilisant simplement ces nouveaux domaines ou en utilisant de l'argent et en mettant un peu plus. Elle demande de renverser les principes dominants qu'on a actuellement. Et il faut donc à la fois une révolution des rapports de production, mais aussi de consommation, de circulation et de répartition. Je fais exprès de prendre les termes marxistes pour montrer à quel point en réalité il faut élargir la pensée, mais à partir des fondamentaux et en poussant les fondamentaux sur les épaules du géant. Pas à côté du géant, il a dit des conneries et puis on fait autre chose. Au contraire. Donc c'est des exigences qui renforcent et élargissent le besoin de révolution. Je suis dirigeant du Parti communiste français, comme l'a dit Gilles, membre de son ex-bureau politique, si vous voulez. Et l'idée, c'est, oui, mais il y a eu un apport nouveau dans le congrès des communistes, c'est à savoir. Hein, Amar est d'accord, d'ailleurs on a été très impliqué dans la rédaction du texte d'orientation des communistes. Il reste à nourrir et développer cette approche, mais l'affirmation de cette approche nouvelle est très importante. La conjugaison des luttes sociales et écologiques pour prendre en tenaille le système, à mon avis, est fondamentale. Alors, un véritable nouveau mode de production, c'est un développement où on économise les matières et le capital tout en poursuivant les progrès de productivité du travail. C'est ça. Il faut économiser les matières et le capital, c'est fondamental. Mais en continuant les progrès de la productivité du travail, on ne va pas s'épuiser à produire. Et pas en pressurant les êtres humains, mais au contraire, en développant les capacités créatrices des êtres humains. On nous dit, la transition écologique, ça va créer des emplois. Oui, Inch'Allah. Moi, je ne crois pas à la fatalité en économie. Ce n'est pas déterminé à l'avance dans un sens ou dans l'autre. Au contraire, aujourd'hui, chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est pour écraser les êtres humains, évincer les êtres humains. Donc il faut au contraire une action intentionnelle. Il faut contrecarrer toutes les orientations du système pour développer les êtres humains. Pourquoi je dis développer les êtres humains? Parce qu'ici, il faut développer les recherches. S'il faut inventer du nouveau, s'il faut faire autrement, c'est les capacités créatrices des êtres humains. Ce que le système fait de façon hyper corsetée. Il le fait un peu, je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Mais il faut vraiment passer à une autre échelle. On ne peut pas accélérer la même chose. Il faut prendre un virage. Donc, excusez-moi, un autre mode de production, c'est aussi une économie radicalement circulaire, où les sorties de la production sont réutilisées comme entrée pour la production. Mais ça demande à transformer beaucoup de choses, y compris les entreprises, et avoir une vision globale sur l'ensemble des entreprises. Les sous-traitantes, les multinationales, c'est terrible. Ça demande donc une coordination, une socialisation nouvelle. Il faut voir la portée. Non pas pour se faire écraser, mais pour voir à quel point. Donc on ne peut pas faire 2-3 mesurettes, 3 petits scotch, et puis ce sera bien. Non, c'est pas ça. Et donc effectivement, l'humour sur les municipales, le grand enjeu, on le voit avec Monsanto, c'est quel pouvoir des institutions publiques face aux grandes multinationales et à ce qu'elles font. Et comment les saisir à partir d'ici et maintenant? Parce que finalement, elles veulent faire la pluie et le beau temps.
Donc coordination nouvelle, institution planificatrice, intervention des populations comme des salariés. Les deux. On reviendra si vous voulez. Et il faut élargir les combats aux questions des technologies. Parce que comment produire, c'est pas seulement comment produire la même chose et la technologie est bien, la façon dont on l'utilise, c'est juste ça qui compte. Non, il y a un type de technologie qu'on développe ou un autre. Je vous prends un exemple très rapide. Si on pense au train, les TGV, actuellement, on les développe de telle façon que c'est la voie essentiellement et qu'on bétonne et qu'il faut que la voie, elle aille bouffer des terres. Donc on fait du béton, c'est appelé à Vinci, c'est appelé, etc. Mais la question, à mon avis, est posée à nouveau du pendulaire, qui permet d'utiliser les voies existantes. Vous savez, le pendulaire, c'est un truc avec si vous voulez, des vérins intelligents qui vont pencher le train et l'orienter pour compenser ce qui se passe sur la voie. Mais pour le faire, il faut énormément de recherche, énormément de développement humain, un risque qui ne va pas forcément être rentable, mais qui va être super efficace à l'arrivée. Et donc exactement le contraire de ce que Skillsem veut faire. Il préfère dépenser du béton. Je vous prends cet exemple, mais on pourrait en prendre des dizaines d'autres. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on instrumentalise l'écologie contre les enjeux socio-radicaux. Et on essaye d'opposer écologie et sociale en parlant de la décroissance. Alors que le problème, c'est pas plus ou moins, c'est contenu de la croissance. Type de croissance. Vous savez, la croissance, c'est le PIB, qu'on calcule à l'INSEE là-bas, qu'on calcule à l'INSEE à Montrouge à quelques kilomètres, enfin, nationalement, on le mesure, on l'observe. Mais dans le produit intérieur brut, il y a aussi bien la finance de la défense que les productions de trains matériels, que la circulation des trains, qui est du service, que les services publics d'enseignement et de recherche. Donc il faut dégonfler tout ce qui va être mauvais et pousser ce qui va être bon, si vous voulez. Et dans peut-être pendant 50 années, sera beaucoup plus de production et d'activité, parce qu'il faut énormément de recherche, énormément de formation, énormément de culture, de santé, etc. Et dégonfler et relocaliser. Donc le problème n'est pas de s'orienter sur cet indicateur. En réalité, on ne dirige pas la société pour le PIB. Les dominants, ils le dirigent pour la rentabilité du capital. Le PIB, c'est un cache-sexe du profit. Et donc ne nous faisons pas avoir par le miroir aux alouettes. Cette question du profit et de l'accumulation revient et on doit la mettre en cause. J'avance, je suis à 9 minutes, mon camarade. Donc l'emploi et le social au cœur des réponses. Vous voyez, et ce type de production et de croissance va de pair aussi avec une structure urbaine nouvelle. On a une structure urbaine génératrice de congestion folle. On connaît en région parisienne, avec la défense. Mais en réalité, on a la défense à tous les niveaux, si vous voulez. Et les concentrations d'emploi à tous les niveaux. Mais, et moi, je peux vous dire, j'ai travaillé 6 ans au ministère de l'écologie du développement durable, comme statisticien des transports. Et il existe une idée, chez les hauts fonctionnaires là-bas, qui est que il faut densifier la ville, il faut arrêter que les pauvres, ils veulent habiter loin avec des espaces verts, avec des appartements plus grands, des logements plus grands. Non, les pauvres, ils doivent habiter des gourbilles en centre-ville, parce qu'ils sont pauvres. Et puis ce sera mieux pour la planète. Mais c'est la même chose que la croissance. En fait, il faudrait se poser la question du contenu de la ville. Parce qu'une ville avec des services publics répartis, des emplois répartis dans l'espace, ça ne génère pas du tout les mêmes transports et les mêmes problèmes de congestion qu'une ville aujourd'hui qui est complètement taylorienne comme Babarville, avec les emplois à un endroit, les services publics et les commerces à un autre endroit, et toutes les habitations à un autre endroit. Mais ça, c'est une révolution sur l'organisation de l'espace. Aujourd'hui, pas touche aux entreprises quand elles délocalisent, de moins en moins d'intervention publique pour l'aménagement du territoire. Donc, vous voyez, encore une fois, comme pour le produit intérieur brut, ville étendue ou pas, ce n'est pas la question, c'est le contenu de l'organisation urbaine. Voilà, il faut affronter les logiques dominantes. Alors, je chute, et j'espère chuter dans les temps. Dans les réponses perverses, c'est la marchandisation qu'on nous propose. Et on la renforce dans les réponses perverses. On fait la taxe carbone, les gilets jaunes, ils étaient vent debout contre la taxe carbone. On fait un marché des quotas, je vais vous dire dans un mot, de CO2, on en reviendra dans la discussion. Et puis, un mot du principe pollueur-payeur d'abord. On nous dit il faut donc instaurer le principe du pollueur-payeur. Alors on se dit c'est bien, pollueur-payeur. Pas du tout. C'est très ambivalent. Ça veut dire que si j'ai de l'argent, je peux polluer.
Ben oui, mais polluer, le problème, c'est qu'il peut y avoir des dégâts irrémédiables derrière. Et c'est ce qui se passe. Et donc, c'est-à-dire, comme dirait François, c'est l'argent qui commande, alors que c'est nous qui devons le dominer. C'est ça, on y revient. Donc il ne faut pas avoir peur de ces fondamentaux profonds en voyant toutes leurs dimensions importantes. Donc, mais la taxe carbone, on nous dit il faut la taxe carbone, c'est la seule solution. On y reviendra dans le débat. Mais la théorie qui est derrière, c'est que joue un signal prix sur le marché, on va augmenter le prix, un signal prix, les gens ne vont pas consommer. Mais s'ils sont contraints par la bagnole, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc il faut au contraire proposer une autre offre, un autre type de transport ou une autre organisation de l'espace. Donc on ne peut pas seulement avoir une taxe, il faut peut-être une taxe minimale qui fait voiture-balai. Les gens, on n'est pas contre une taxe minimale. On est contre une taxe carbone folle. Mais il faut surtout des dépenses nouvelles de services publics de transport, d'organisation de l'espace. Il faut une masse de dépenses nouvelles. En plus, cette taxe carbone, en réalité, c'est une taxe marchande, c'est-à-dire elle augmente le prix comme la TVA. Elle pourrait porter au contraire sur les profits des pétroliers, ce n'est pas la même chose. Mais quand elle augmente le prix, comment fait l'entreprise? Eh bien, alors elle percute une partie dans son prix, et puis une autre partie, ça lui coûte plus cher, bah alors elle va baisser autre chose, elle va baisser les salaires. Et paf, on recommence, l'un contre l'autre. Et ça ne marche pas. D'ailleurs, la taxe carbone, ça ne marche pas. On peut montrer des graphiques, si vous voulez, je vous le montrerai, qui montrent à quel point ça ne marche pas d'un pays à l'autre. C'est pour vous appeler la question là-dessus. Voilà, alors il faut énormément de dépenses nouvelles. C'est ça la grande question majeure. Mais des dépenses nouvelles, ça ne veut pas dire qu'il va falloir mettre plus d'argent, point. Le GIEC, si on prend les évaluations du GIEC et qu'on les rabat sur un pays comme la France et la taille de la France, hein, ça veut dire à peu près 6% du PIB pendant 20 ans, chaque année. 130 milliards pendant 20 ans. Mais 130 milliards, c'est énorme. C'est la moitié de l'investissement des entreprises. En plus. Mais attention, ça va rivaliser avec d'autres choses qui veulent pour leur fonds de pension, pour la crise financière. Tout le capital pour la crise financière qui vient, lui, il va vouloir cet argent-là. Donc en réalité, il y a une lutte, excusez-moi de ce gros mot, il y a une lutte de classe majeure derrière ça. Contre le capital, qui est contre toute la société, et pas seulement contre les ouvriers et les travailleurs, mais contre toute la société. C'est ça l'enjeu. Donc, pour conclure, un mot sur la conception et 6 propositions. Mais ça va être rapide, t'en fais pas. Sur la conception, il faut arrêter de penser la nature comme un capital et comme un stock. C'est une ressource vivante avec laquelle on doit être en coopération de co-développement. Mais c'est un changement éthique extrêmement profond et je pense que notre société, elle est dans un moment de recherche de changement éthique. 6 propositions dans l'immédiat. Mettre en place un fonds financier important de l'ordre de 6% du PIB, agissant sur les entreprises avec des critères précis. Il ne doit pas être à côté. Deuxièmement, une maîtrise publique et sociale progressive d'un certain nombre de filières décisives de l'économie, avec industrie, services et recherche à chaque fois, à commencer par la production d'énergie. Il y a une énorme bataille dans laquelle je suis personnellement impliqué en appuyant les travailleurs de Belfort à General Electric, où on est en train de brader les turbines à gaz, mais de brader aussi les turbines nucléaires Arabelle, qui équipent 80%, je crois, du parc nucléaire français et 60% du parc russe. Alors qu'il faut au contraire développer, mutualiser et rendre ça public. Et qu'est-ce qui se passe? General Electric, c'est un fonds de pension américain qui veut se faire du pognon et qui veut rejeter tout. Troisièmement, un développement des services publics. On pense au transport, mais aussi pour la rénovation thermique, pour tout. Services publics, mais d'un type nouveau. Quatrièmement, une initiative internationale mettant autour d'une même table non seulement les gouvernements, comme ils le font, mais aussi les multinationales et les institutions financières internationales. Il faut que vous sachiez, il faut le savoir, le FMI, qui dirige le pognon, il n'est pas sous l'égide de l'ONU, il est à côté de l'ONU. Il fait ce qu'il veut, et l'ONU fait ce qu'elle veut. Et donc, il y a un problème de connexion des deux, parce que sinon, le dollar et le FMI vont faire une chose, et l'ONU, le programme des Nations Unies pour l'environnement, fera autre chose. Non, il faut au contraire que l'argent soit commandé par les enjeux humains, écologiques et de développement. Cinquièmement, une mise à plat des règles de propriété intellectuelle, en particulier pour les technologies. On doit pouvoir partager les technologies lorsqu'elles sont le mieux bénéfiques pour la planète. Et donc ça remet en cause effectivement un certain nombre de règles de concurrence et on doit pouvoir coopérer. Sixièmement, il faut des nouveaux traités internationaux
il faut non seulement rejeter le CETA, le TAFTA, qui sont des traités où le but, c'est avant tout faire le plus de commerce possible, et puis le reste, il suivra, on verra, on s'en fout. Il faut l'inverse, il faut les rejeter, mais il faut aussi proposer des nouveaux traités où le but, c'est la maîtrise des échanges et des investissements internationaux pour développer les biens communs. Donc des maîtrises. Et ça, l'Europe, comme la France, peuvent avancer très fort là-dessus, sur une pacification profonde des relations économiques. Et enfin, tout l'enjeu de l'emploi, bien sûr, qui est au cœur de cette affaire-là, parce qu'en réalité, on ne peut pas passer par la case chômage. Il y a les capacités humaines des gens, il y a leur capacité de recherche. Par exemple, dans l'automobile, tous les ingénieurs, je vais faire dans 15 jours un débat au centre de recherche de Renault, invité par la CGT, 1000 chercheurs qui font les moteurs thermiques, et on veut fermer, alors qu'ils sont prêts à travailler sur autre chose, on va perdre toutes ces compétences. Au contraire, il faut sécuriser l'emploi, s'appuyer dessus et le mettre au cœur de l'affaire. Je vous remercie. Bon, eh bien, il a été question d'aménagement du territoire, et je pense que Christian Chassot va essayer de nous en dire plus. Peut-être mettre sur le 2. Non, non, c'est pas une question de micro, c'est mettre sur le HDMI 2. Non, elle est branchée sur HDMI 2. C'est juste le petit bouton qu'il faut. Ou alors, aussi, ben écoute, intervertis les deux prises à ce moment-là. Voilà. Bon. Alors, habituellement, je commence mes interventions par la présentation du MNLE, ce que j'aime faire parce que le MNLE mérite d'être plus connu qu'il n'est, mais le temps étant compté, Gilles en a dit quelques mots tout à l'heure en mettant l'accent sur le côté humain de nos travaux, ici et ailleurs d'ailleurs. Donc je ne vais pas insister, je vous inviterai simplement à la fin du débat à venir nous voir autour de la table pour échanger davantage sur ce que nous faisons. Nous sommes un mouvement généraliste, hein, c'est très important. Alors on va passer directement au sujet donc du jour que j'ai. On m'a demandé de le faire, d'aborder les questions d'urbanisme et d'écologie. Comme on est dans une métropole et que ça pose beaucoup de questions, j'ai surtout axé sur les questions de métropole. Alors on commencera par des constats et puis on essaiera de trouver des pistes de solutions. Alors depuis quelques décennies, il est de bon ton de déclarer que bientôt 80% des habitants de la planète vivront dans des métropoles. Alors, est-ce que c'est un phénomène naturel, inéluctable, souhaitable, ou bien au contraire, faut-il s'en inquiéter et réagir? Certes, un certain nombre de professionnels, dont je fus à une époque, ont soutenu un temps cette idée de densification urbaine, voire de métropolisation. En tout cas, elle était justifiée par un argument difficilement attaquable. L'évolution de la population mondiale suppose de densifier l'habitat pour éviter de bétonner les terres agricoles. Mais est-ce que c'est aussi simple? Cet argument ne cache-t-il pas, en fait, des volontés politiques précises allant à l'encontre de l'intérêt des citoyens? Et est-ce que la protection de l'environnement s'en trouve vraiment améliorée? C'est pas si sûr et on va essayer d'y regarder d'un petit peu plus près. Alors que constatons-nous en fait dans les métropoles? D'abord le prix de l'immobilier. Vous voyez la courbe, c'est une courbe qui est parue dans Le Point il n'y a pas bien longtemps et qui montre que ça monte sans arrêt, quoi. Et cette publication s'est faite juste après la remise en place du contrôle des loyers dans la capitale, alors qu'il avait été supprimé en 2017 et ça avait permis un certain nombre d'envolées. Il faut dire aussi que la capitale est très touristique, fait l'objet d'une attaque en règle par la plateforme Airbnb, qui a déjà fait disparaître 60 000 logements du marché locatif ordinaire au profit donc des
comment je trouve pas le mot juste, enfin des acteurs de cette plateforme et aussi des bailleurs. Il faut dire que cette plateforme paye pratiquement pas d'impôts en France et les bailleurs se débrouillent aussi pour utiliser des plateformes de paiement à l'étranger dans les paradis fiscaux. Donc notre économie s'en trouve particulièrement attristée, si je puis dire. Alors, je me suis déjà un petit peu perdu dans mon texte. Je voulais vous donner un petit conseil de lecture. Airbnb, la ville ubérisée, par Yann Brossa. C'est un livre paru l'année dernière, mais qui était très intéressant et qui explique bien le phénomène. Alors, les dernières données de l'INSEE sur la population en France font apparaître une aggravation des déséquilibres entre certaines régions et les grandes métropoles. Mais il ne s'agit pas en fait de la densification que l'on recherche, il s'agit de déplacement de population. Beaucoup de régions deviennent des déserts. Hein. Par le passé, on parlait de Paris et le désert français. Maintenant, c'est les métropoles et le désert français. Il faut savoir que la population française évolue extrêmement lentement. Et il y a crise du logement dans les métropoles, bien sûr, mais il y a autant de logements en France qu'il n'y a de besoins, en fait. Simplement, les logements sont situés dans des régions qui sont sinistrées sur le plan emploi et sur le plan service public. Guy Burgel, qui était venu à Malakoff en 2012 faire un débat, organisé d'ailleurs par le MNLE, à la Maison des associations, avait fait paraître un petit bouquin dans lequel il y a cette statistique. Vous voyez la carte de France en 1936 et en 1999, la densité de population est représentée par une densité de couleur plus forte. Et on voit bien que tout se concentre effectivement dans les villes. Un petit détail du dernier recensement INSEE montre que, alors qu'on recherche la densification, celle-ci est tout à fait inégale. Paris intramuros se vide de ses habitants. Les Hauts-de-Seine, les Yvelines ont tendance aussi à ne guère augmenter, sauf certaines villes. Et par contre, c'est le sud-est parisien qui a le plus grand renfort de nombre d'habitants. Évidemment, ça provoque un grand nombre de déplacements voitures. Car, bien sûr, les transports publics ne parviennent pas à suivre l'évolution. Il faut se rappeler que le métro parisien a été construit pour l'essentiel entre 1900 et 1939. Depuis, il y a eu quelques prolongements de lignes, évidemment. Il y a eu la création des RER, mais rappelons-nous que c'était en fait des lignes de métro ou de trains existantes qui ont été raccordées, aménagées, etc. Il y a eu aussi le développement des lignes d'autobus. Le tramway revient, mais il remplace la plupart du temps des bus, même s'il améliore le confort et la capacité. Ce ne sont rarement des lignes nouvelles. Mais entre-temps, la population de l'Île-de-France a doublé. Et les distances de transport et les temps qui vont avec n'ont cessé d'augmenter. Donc en fait, il aurait fallu décupler pratiquement les moyens de transport public pour répondre aux besoins. Alors ceci est un schéma qui représente les distances parcourues en voiture pour Paris, la banlieue, les communes du Tour de Paris, et puis quelques comparaisons autres. Et on voit que, alors là, le bleu clair, c'est 1994, le bleu foncé, c'est 2008. Et on voit bien que pour Paris intramuros, les distances baissent, la première couronne également, mais que partout ailleurs, ça augmente. Et bien sûr, il y a des conséquences sur la qualité de l'air. Ici, c'est un exemple d'une carte Air Paris, c'est la pollution aux particules fines en décembre 2016. Il y a aussi des conséquences sur le bruit, qui est reconnu maintenant comme une nuisance particulièrement sensible pour les populations. Et lorsqu'il y a une journée sans voiture, on est au calme, on respire, et il n'y a pas trop de bruit non plus, effectivement. Alors ça, c'est une carte Air Paris aussi, qui montre la pollution au dioxyde d'azote le 22 septembre dernier. Et vous voyez que c'est particulièrement calme, il n'y a pas beaucoup de couleurs denses.
Alors que les autorités préconisent soit l'interdiction des plus vieux véhicules, ce qui est une mesure particulièrement inégalitaire, soit la circulation alternée, qui est tout aussi inique et qui n'est pas du tout efficace. De toute façon, il n'y a pas les moyens de contrôler. Alors, on nous dit aussi qu'il faut développer le vélo pour améliorer la qualité de l'air. Ben, certainement, c'est une circulation douce qu'il faut développer. Ça impose aux collectivités territoriales des dépenses assez considérables pour les aménagements. Je remarque d'ailleurs que le Val-de-Marne est plus en avance que les Hauts-de-Seine dessus. Ça, c'est une piste qualité qui est à Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne. Mais rappelons que du fait de l'augmentation des distances à parcourir, la plupart des déplacements domicile-travail ne peuvent pas être faits en vélo parce qu'ils sont trop longs. On admet qu'au-delà de 8 km, il est difficile d'utiliser un vélo. Oui, vous aurez la parole juste après. Hein. Bon, il y avait aussi l'exemple des voitures électriques en location, l'autopartage, des choses comme cela, qui n'ont pas forcément très bien fonctionné, très mal entretenues, et puis qui ont disparu du jour au lendemain. L'investisseur trouvait qu'il n'avait pas assez de retour sur investissement. Mais de toute façon, c'est un dispositif qui ne pouvait pas satisfaire l'ensemble des besoins, notamment familiaux, de déplacement. Alors, on va aborder, mais très rapidement, des questions économiques, constats économiques, mais comme Frédéric Boccara est plus brillant que moi, je ne vais pas m'étendre, mais je voulais juste, par curiosité, regarder un petit peu comment était foutu l'emploi salarié dans les métropoles. Et effectivement, les métropoles gagnent, en tout cas celle de Paris, gagnent un petit peu en nombre d'emplois. Et c'est surtout Paris Intramuros et la Seine-Saint-Denis qui sont bénéficiaires, du moins en nombre d'emplois. Mais comme on a vu tout à l'heure que le nombre d'habitants de Paris baissait, ben là aussi on en retourne, on revoit que finalement ça génère des besoins de déplacement. C'est la construction et le tertiaire marchand et le commerce qui sont les bénéficiaires. L'agriculture, pourtant l'Île-de-France est une région agricole, hein, mais l'agriculture et l'industrie, bien sûr, ne trouvent pas d'amélioration en termes d'effectifs. Cette photo montre la gare de Rungis. Je voulais évoquer pas seulement le transport des gens, mais le transport de marchandises aussi, en particulier de nourriture. Une ville, ça mange, disait Pierre Calane, un ancien grand ponte de l'équipement, au temps où il y avait en France une politique de l'aménagement du territoire. Eh bien, il faut savoir que Rungis, pour alimenter les Parisiens, et plus il y a d'habitants dans une ville, plus il faut lui apporter à manger, c'est 20 000 véhicules par jour, essentiellement des camions. Et ce sera encore pire demain si le seul train qui arrivait jusqu'à cette gare est en passe d'être supprimé. Cette gare est récente, vous voyez le style. Hein. Le MIN avait investi pour rénover la gare et la SNCF arrête le train. Bon, ça fait partie. Quand on dit qu'il faut éviter les gaspillages, je crois que le plus gros des gaspillages, c'est plutôt les grandes sociétés qui les font que les particuliers. Alors cette photo aussi montre le gaspillage SNCF, si on peut dire. C'est le triage de Villeneuve qui a pratiquement plus utilisé et qui fait objet de convoitises de la part d'investisseurs qui aimeraient bien y construire des logements. Alors on est revenu un petit peu au transport alors que je ne voulais pas y parler pendant des heures. Je peux, hein, si vous le souhaitez, mais voilà, Michel Cibot me montre qu'il faut que je fasse vite. Mais en écologie, tout est lié. L'économie, l'environnement et le social, si souvent oublié. Alors, après notre ami Amar, je ne veux pas trop développer l'énergie, mais je voulais insister quand même sur quelque chose. Rappelons que s'il est aisé de bien isoler des logements neufs, des logements ou entreprises, hein, des constructions neuves, c'est aisé, mais encore que
le bâtiment et les travaux publics aient quelques retards sur le plan des technologies, la formation des gens, etc., pour bien faire. Mais il est souvent compliqué de bien isoler l'existant. Et je montre des immeubles haussmanniens pour cela, parce que par l'extérieur, c'est difficile, il y a des moulures, il y a des tas de choses. À l'intérieur, c'est pas forcément très grand, et puis il y a des moulures aussi. Enfin bon, c'est pas forcément simple d'isoler l'existant. Je note que les bailleurs sociaux, dans le domaine, sont bien plus en avance que les bailleurs privés. Ils font souvent des efforts pour réhabiller les immeubles et bien les isoler. Et alors, que dire de certaines copropriétés laissées en déshérence? C'est un petit peu d'humour, ça. Dans le domaine de l'énergie, la mode est à dire qu'il faut produire localement son énergie. Mais je voudrais vous faire remarquer que dans les régions de France où il y a le plus d'habitants, c'est-à-dire les métropoles, et c'est pareil dans le monde entier de toute façon, les gens ne peuvent pas produire leur énergie. Donc on a besoin de solidarité avec les autres régions qui vont produire. Il est impossible de construire des éoliennes, même s'il y a le moulin d'Ivry, là, il est impossible de construire des éoliennes à Paris. Et quant aux capteurs solaires, souvent les monuments historiques, et il y en a beaucoup à Paris, s'y opposent. Alors, dans les constats aussi, on se demandait si émancipation, c'est le troisième E, les institutions de la métropole étaient favorables. Je ne sais pas si, avec les pas loin de 100 membres, la métropole du Grand Paris va nous émanciper. Nous, on pense plutôt qu'elle a éloigné les centres de décision des citoyens, et en particulier sur des questions qui sont importantes pour l'environnement, qui sont l'aménagement du territoire, l'urbanisme, des prérogatives que les communes exerçaient avant et qui sont maintenant parties plus haut. Cette métropole, de toute façon, dans son organisation, ne met pas en cause l'hégémonie des puissances boursières, ce qui fait que nous sommes toujours inféodés aux multinationales. On n'est pas prêt d'en sortir. Après un an de gilets jaunes, outre le mal-vivre de tant de gens, les besoins de démocratie se sont exprimés, montrant aussi le besoin de changer de système. Alors, que faire? Que faire en ville, d'abord? Alors, nous pensons au MNLE qu'y compris en économie, les usagers, comme les ouvriers, les cadres, les ingénieurs, devraient participer à la définition des objectifs de production, tout comme à leur mode de fabrication. En ce sens, nous sommes favorables au principe de l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes aussi favorables à l'entrée en lice des usagers et travailleurs dans de nombreux domaines relevant de la responsabilité territoriale ou plus haut, comme l'eau, que l'on considère comme un bien commun, l'énergie, qui est aussi un bien commun, ça a été dit tout à l'heure, les transports, la santé, l'éducation, etc. Pour améliorer la vie dans les métropoles, il le faut, c'est une évidence. Le développement que j'ai fait jusque-là montre que je ne suis pas très favorable aux métropoles, mais elles existent. Il y a des habitants dedans. Il faut absolument améliorer leurs conditions de vie. Et nous avons pris conscience, au travers de ce que je viens de dire, que les simples appels aux actions individuelles pour sauver le climat et la planète étaient certes utiles, mais bien insuffisantes pour ce qui est de la plupart des grandes décisions qui relèvent de faits politiques. Par exemple, en matière d'alimentation, il convient de développer les jardins partagés et autres incroyables comestibles, ainsi que les AMAP. C'est ne serait-ce que pour les questions de l'apport social et éducatif qu'ils procurent. Mais il faut être conscient qu'en zone urbaine dense, ces méthodes ne peuvent nourrir que 2 à 3% de la population. Je m'étais amusé, quand j'étais à Choisy, à faire le calcul. Il faut au moins 3 fois la superficie de la commune en terres agricoles pour pouvoir nourrir les habitants. Donc même si on met plein de façades végétalisées, et on ne peut peut-être pas en mettre partout, enfin, on verra peut-être les projets pour Notre-Dame, il y aura peut-être des fraises qui pousseront dessus, j'en sais rien, mais bon, on me dit qu'il faut que je me dépêche. Donc la solution ne peut être pour l'alimentation que de s'attaquer à la grande distribution, qui veille pour notre santé en faisant ajouter conservateurs, additifs gustatifs et suremballage sur ce que nous consommons. Un autre conseil de lecture, le livre de Christophe Brusset, « Vous êtes fou d'avaler ça ».
Alors, dans ce domaine comme dans d'autres, une cogestion entre producteurs et consommateurs nous semble l'objectif. Certes, les actions des consommateurs font évoluer quelque peu la grande distribution, mais uniquement à la marge, car les centrales d'achat continuent de faire de grosses pressions sur les fournisseurs. On pourrait aussi faire un chapitre sur le rythme de vie et sur le pouvoir d'achat. Ils ont des conséquences sur l'environnement, puisque ce rythme de vie impose souvent aux gens de faire les courses seulement de temps en temps, donc d'aller dans les supermarchés, tout prendre d'un seul coup pour toute la semaine, donc sur emballage, conservateur, etc. Moi, j'ai le souvenir, j'aime le dire, que lorsque j'étais jeune, il y avait encore des usines dans Paris et dans la banlieue, et les gens habitaient à proximité. Ils allaient en vélo ou à pied au boulot. Il n'y avait pas besoin de temps de transport public et pas besoin de temps de voiture. Et puis, ils faisaient leurs courses en rentrant chez l'épicier du coin. Bon. Alors, on pourrait parler des déchets aussi, mais je vais faire vite, très très vite. Donc, les déchets, tout le monde dit qu'il faut les réduire, nous sommes d'accord, mais nous pensons aussi qu'il est, notamment en zone urbaine dense, il est utopique, le zéro déchet est complètement utopique. Je note quand même que la progression des composts, y compris des composts collectifs, et de leur réutilisation locale. Alors, sur le plan des transports, donc, comme je le disais, il faut réindustrialiser les villes. Alors pas seulement d'ailleurs en Île-de-France, mais toutes les villes de province, à mon avis, car la pression de l'emploi serait différente. Je me souviens, alors ça suppose une maîtrise du foncier. Alors je me souviens des efforts qu'ont fait Malakoff, par exemple, et Bagneux. À Bagneux, on a pratiqué des réserves foncières importantes. À Malakoff, il y avait un COS zéro habitat sur toutes les activités industrielles, enfin les activités, ce qui limitait la progression des prix du terrain. Il faut aussi recourir à des transports plus propres, notamment avec les piles à combustible qui en ville sont des solutions intéressantes, car ne produisant pas de déchets, enfin de gaz à effet de serre, et sont très silencieuses également. Et bon, développer des programmes de plantation, développer un commerce de proximité, etc. Et j'en arrive à la conclusion. Donc, comme on a vu qu'il s'agissait de solutions politiques, il est indispensable que tous nos concitoyens s'en préoccupent, prennent part à la vie politique de manière constructive. Il y a du boulot, c'est sûr. Nous ne sauverons pas le climat, la planète et l'humain sans sortir du capitalisme. Et comme nous sommes pacifistes, nous préférerions que cela se passe par les urnes. Il faut à chaque élection, qu'elle soit locale, régionale, nationale ou européenne, mettre dehors tous les libéraux. Et comme j'aime paraphraser quelques personnages célèbres aujourd'hui disparus, je dis qu'il ne faut pas se résigner, il faut faire plus que s'indigner, il faut s'engager. Merci. Avant de donner la parole à Sylvestre Huette, je veux saluer l'arrivée dans la salle de Joël Alain, de Madame la maire, je ne la vois plus, cachée derrière, de Dominique Cardot, et les derniers. Je donne la parole tout de suite à Sylvestre Huette, qui va terminer la première partie, et on lui laisse donc le temps de exposer ce qu'il a à dire. Bonsoir à tous. Pour essayer de lancer la discussion derrière, je vais être plus en réaction de ce qui a pu être dit et en recentrant sur le titre du débat qui était en gros climat, énergie et révolution, quoi. Il y a une quinzaine de jours, François Ruffin, vous savez, le député France Insoumise très sympathique de la Somme, a fait une interview dans Le Monde où il disait en gros, pour s'en sortir, il faut une alliance rouge-verte, okay, dont le ciment serait l'action pour le climat. Ok aussi, mais je lui ai fait la réponse suivante dans un article paru sur le site web du Monde, sur le blog que je tiens, Science au carré, qui, ok, mais à ce moment-là, il va y avoir un problème parce que la proposition industrielle principale de France Insoumise, c'est d'arrêter le nucléaire le plus vite possible. Et donc, du coup, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver à quoi ?
on ne va pas y arriver à concilier le social, l'économie et l'écologie, et notamment la question du climat. Mais pour le savoir, si on va y arriver ou pas avec une telle proposition, il faut connaître la science, la technologie des systèmes énergétiques et en particulier électriques. Or, je sais par expérience que la plupart des Français n'ont pas cette connaissance. Parce que ce n'est pas leurs activités professionnelles, ni leur souci quotidien de comprendre comment marche le système électrique, combien on utilise d'énergie, est-ce qu'on pourrait faire autrement ou pas. Et d'ailleurs, cette remarque sur l'ignorance, sur un système technique dont nous sommes pourtant très dépendants, vous pouvez l'étendre à tous les systèmes techniques. C'est l'un des sujets majeurs de la démocratie dans notre société, c'est que la technologie qui est maintenant partout, et les technologies qui sont maintenant partout dans tous nos objets quotidiens, de la nourriture au logement en passant par les objets manufacturés, nous en sommes tous ignorants, tous, de la concierge au président de la République, parce qu'elle repose sur des sciences, sur des savoirs, sur des techniques qui ne sont connues que par les professionnels, de chaque sujet. Et cette ignorance généralisée, elle ne s'étend pas seulement de tout un chacun, moi comme vous, au président de la République. Si vous vous interrogez sur les gens qui connaissent le plus de sciences dans notre société, à savoir les scientifiques, notamment les chercheurs, vous constaterez assez vite, en tout cas c'est mon expérience professionnelle, puisque j'ai passé toute ma vie professionnelle à interagir avec eux, que bien évidemment ils sont très 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 performants et compétents dans leur domaine de spécialité. Et puis ils sont comme tout le monde, ils ignorent tout le reste. Si vous demandez à un physicien nucléaire son avis, par exemple, sur le risque d'une centrale nucléaire, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous raconte sur la solidité du béton? Il n'y connaît strictement rien. Et en général, il ne connaît rien non plus à la chimie qui se passe dans les procédés qui peuvent être utilisés dans une centrale nucléaire. Il connaît éventuellement la physique nucléaire, la neutronique, etc. Puis c'est tout. Et ça s'arrête là. Et c'est normal, parce qu'il faut qu'il passe ses journées professionnelles à ça. Et donc, le problème que nous avons, le problème démocratique que nous avons, c'est que nous devons discuter de technologie, d'usage de technologie, de quelle technologie, avec quoi on fait notre électricité, par exemple, dans une société où les connaissances sur ces questions sont très peu répandues, et c'est normal. Je n'accuse personne. Peut-être j'accuse un peu le système éducatif, la presse qui ne fait pas son boulot, les hommes politiques qui racontent n'importe quoi, etc., etc. Mais je n'accuse pas les gens. Moi-même, j'ai pu vérifier toute ma carrière à écrire des articles pour expliquer la science et la technologie, à quel point j'étais ignorant de ces sujets et à quel point à chaque fois c'est un gros travail pour éviter d'écrire des bêtises à mes lecteurs. Et donc on va avoir un problème démocratique majeur, c'est comment on fait avec ça. Il n'y a que deux solutions cohérentes. Première solution, on arrête d'utiliser des technologies de manière à pouvoir discuter démocratiquement de tout ce qu'on utilise. Bref, on revient à avant 1750. Je ne vous fais pas un dessin sur la mortalité infantile maternelle de 1750, ni sur comment les gens vivaient, ni sur le fait que la plupart des gens étaient simplement des paysans qui travaillaient essentiellement avec leurs muscles. Il n'y a pas vraiment beaucoup de candidats pour retourner à ça. Si vous voulez savoir comment ça se passe dans une société comme ça, vous allez voir par exemple dans la campagne au Sénégal ou au Niger, et vous avez vite compris. Donc les gens qui proposent ça, en général, ils le proposent avec des textes qu'ils écrivent sur leur ordinateur et qu'ils postent sur Internet. L'autre solution, c'est de perfectionner la démocratie, pas en cherchant à contourner les problèmes. Nous devons perfectionner d'abord et avant tout les systèmes démocratiques centraux et notamment la démocratie représentative. Ça implique des révolutions dans la manière dont on fait de la politique. Et il ne faut pas se cacher que ça sera l'un des obstacles, l'un des verrous les plus durs à renverser pour avoir cette alliance rouge-vert dont parle Ruffin dans une perspective d'exercer le pouvoir politique à tous les niveaux, de la municipalité à l'État et en allant jusqu'à l'Europe évidemment, jusqu'à l'Union européenne, pour mettre en œuvre des politiques qui correspondent
aux aspirations que nous avons. Quelques petits exemples de ce que je viens de vous dire un peu général. D'abord, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une sorte de paradoxe, de mystère dans la politique climatique? Tous les pays du monde ont signé en 1992 un traité international par lequel ils s'engagent à éviter un changement climatique dangereux pour les générations actuelles et futures. Je viens de citer le texte. Tous les pays ont signé cette convention en 1992. Et si vous regardez la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre, depuis 1992, on a l'impression que ça n'a eu strictement aucun effet. On a suivi la trajectoire business as usual. On a été au pire de la trajectoire des émissions envisagées à l'époque. Il y a des explications à ce mystère. La première, c'est que dans le texte de la Convention climat de 1992, il n'y a aucun chiffre, aucun calendrier sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et, dans les attendus, il y a écrit noir sur blanc que la priorité, ce n'est pas le changement climatique. Ça peut sembler étrange. C'est la Convention pour le climat, et on écrit dedans, dans les attendus, au début du texte, que la priorité, ce n'est pas le changement climatique. La priorité, c'est l'éradication de la pauvreté dans le monde. Et évidemment, les pays pauvres auraient refusé de signer un texte qui n'aurait pas dit ça. Plus précisément encore, il est écrit dans le texte, comme on sait bien qu'il faut plus d'énergie pour vivre mieux, alors les pays pauvres doivent pouvoir augmenter leur consommation d'énergie pour sortir de la pauvreté. Et donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que les pays riches, eux, ils doivent diminuer tout de suite leurs émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça qui n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait d'une manière bien pire que ce que vous a dit Amar. Parce que quand il vous a montré quand il vous a parlé des émissions, il n'a pas précisé ce petit détail technique de présentation qui est en fait fondamental. C'est les émissions, vous les calculez comment? Il vous a donné des chiffres par tête de pipe et par habitant. Mais en fait, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que les chiffres dont il parlait, c'était des émissions territoriales. C'est-à-dire celles qui sont, par exemple pour la France, celles qui sont émises en France, par nos productions et nos consommations immédiates. Et ces émissions, elles sont de l'ordre de 7 tonnes de CO2, de gaz carbonique, par Français et par an. Sauf que ça ne compte pas toutes les émissions qui sont dues à ce que nous consommons et qui a été fabriqué à l'étranger et que nous avons importé. Or, ça représente 40% du total. Si on tient compte de ça, c'est pas 7, c'est 11 tonnes de CO2 par habitant que les Français, même un peu plus, que les Français émettent. Qu'est-ce que ça a comme conséquence fondamentale sur le débat que j'ai lancé au début avec Ruffin? L'alliance rouge-verte. Ça a une conséquence fondamentale. C'est que si on veut vraiment descendre au niveau d'émissions qu'il faudrait, pas plus de 3 à 4 tonnes de CO2 par tête de pipe mondialement, il faut qu'en France, on soit capable de diminuer notre total, notre vrai total, ce qu'on appelle techniquement notre empreinte carbone. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un moyen de le faire rapidement. C'est de rapatrier en France la production de tous ces objets, enfin, d'une part un peu significative de ces objets que nous consommons et que nous importons. Pourquoi? Pourquoi ça aurait un effet sur nos émissions? Parce qu'une usine, ça fonctionne essentiellement avec de l'électricité. Et que si cette électricité, elle est obtenue par des moyens non carbonés, c'est-à-dire pas du charbon, pas du gaz, pas du pétrole, alors c'est une électricité qui émet très peu de gaz à effet de serre, très peu de CO2. Alors que, par exemple, chaque fois qu'on importe des vêtements, mais aussi toutes les machines à IRM de nos hôpitaux et plein d'autres produits encore de Chine, on les importe d'un pays où 80% d'électricité est faite avec du charbon. Et donc, faire tout ça en France, avec une électricité qui est décarbonée à 90%, au moins, c'est-à-dire l'objectif que le GIEC fixe pour le monde en 2050, nous, on y est déjà.
ça signifie baisser drastiquement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre des Français. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire que le ciment d'une alliance rouge-verte, ça serait un pacte productif. Produire plus les objets que nous consommons en France, de manière à diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Ça serait un service qu'on rendrait à tout le monde, à l'échelle de l'humanité. Et puis, ça créerait des emplois. Et ça éviterait de faire balader dans toute la planète, par toute la planète, ça émet des gaz à effet de serre des objets. C'est du circuit court à l'échelle nationale, si je puis dire. Bref, ça n'aurait qu'un avantage. Et vous voyez bien que ce qu'il faudrait pour la gauche, ça serait qu'elle discute de ça. D'abord parce que ça serait un objectif climatique, mais aussi parce que ça serait un objectif économique et social d'ampleur, parce que le faire s'attaquerait résolument et efficacement à la plaie de notre société, qu'est le chômage massif. Bref, il n'y aurait que des avantages. Mais pour ça, il faut arrêter de raconter des conneries sur la production et sur l'électricité. Parmi les conneries, je vous en donne une. J'étais journaliste à Libération lors des 2 dernières élections. La rédaction a fait venir pratiquement tous les candidats pour une demi-journée, 2 heures de discussion avec les journalistes, puis après publication dans le journal. À l'élection présidentielle d'avant, Mélenchon est venu et a dit « on va faire toute notre électricité avec de la géothermie ». Je lui ai dit « ok, moi j'ai fait des reportages sur les expériences de géothermie en France et dans l'Est de la France. Même si tout marche bien, même si on résout tous les problèmes, les plus chauds partisans de cette technique disent que bon, on arrivera peut-être à faire 15% de notre jus avec de la géothermie. Pour l'instant, c'est quasiment 0%. Mais donc voilà, donc on ne fera pas ça. Ça n'existe pas. La technique dit non. C'est un slogan de politique qui fait semblant de s'intéresser à l'énergie, mais qui dit quelque chose de faux. Puis à la dernière élection, il est venu, il a dit non, finalement, on va tout faire avec des éoliennes offshore. Offshore, c'est-à-dire sur la mer. C'est pas vraiment mieux, quoi. Je vais vous prouver simplement. Le mois dernier, j'ai les chiffres sous les yeux, le mois dernier, la courbe de production des 15 000 mégawatts d'éoliennes installées sur le territoire français a eu effectivement un jour une production absolument remarquable qui était de l'ordre de 11 000 mégawatts de puissance sur 30 minutes. Oui, très bien. Sauf qu'il y a eu un autre jour dans le mois où on est descendu à 272 mégawatts. Vous voyez l'écart ? Plus de 11 000, 272. Autrement dit, 272, c'est rien. Ça veut dire que la production éolienne, ce jour-là, elle était pratiquement de zéro. Et il faut non seulement gérer le fait que quand le vent souffle, on en a plein, et quand il ne souffle pas, il n'y en a pas, mais en plus que, évidemment, c'est quand le vent veut. Si ça ne souffle pas, vous voyez, là aujourd'hui il fait froid, tout le monde a allumé les radiateurs, là, et ben on importe du jus. La France importe du jus. Pas EDF, hein. Oubliez plus, il n'y a plus de monopole, c'est terminé. C'est pas nécessairement EDF qui importe quand ça importe. Hein. Il y a d'autres vendeurs d'électricité. Mais on importe du jus. Il n'y a pas beaucoup de vent. Donc même si on en avait ajouté 10 000, les éoliennes, ça n'aurait pas changé grand-chose au problème. Donc les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, c'est des sources intermittentes. Elles fonctionnent quand il y a du soleil, pas seulement quand il y a du jour, mais quand il n'y a pas de nuages, et puis quand il y a du vent. Et puis ça varie, sans tenir compte absolument de votre consommation. Ça peut très bien décider qu'il y a beaucoup de vent un dimanche midi quand il n'y a presque rien qui fonctionne dans les usines, et que ça ne souffle pas un 15 décembre jeudi à 19h quand on est au maximum de consommation. Donc vous ne pouvez pas faire fonctionner un système comme ça, un système électrique comme le nôtre, avec une source comme ça. Ou alors il faut la complémenter pour compenser complètement les moments où il n'y a ni vent ni soleil. Pour l'instant, on ne sait pas le faire et on ne saura le faire qu'à des systèmes très coûteux. Ce que je viens de vous faire là, c'est de la technique. C'est difficile de demander à chaque citoyen français de connaître par cœur combien ça peut fonctionner, combien ça peut faire d'électricité, un système d'éolien, de panneaux photovoltaïques, est-ce que ça colle ou pas à la consommation, etc. etc. Et donc, du coup, c'est facile de raconter des histoires, des salades.
Parce que dans la société, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui peuvent dire « Ah non, là, c'est faux. C'est faux, ça ne correspond pas à la technique. » Et donc, on a un gros problème de qualité de l'information des citoyens pour qu'ils puissent participer à ces débats nécessaires sur quels moyens, quels objectifs de production on a, quels moyens, etc. etc. Je vais m'arrêter là avec juste un petit truc, parce que quand même, il n'y a pas de raison que je fasse pas de politique. Ce qu'a dit mon pote Fredo sur il faut décider comment on produit, etc. dans les entreprises. On a un problème depuis que l'écroulement de l'URSS. Il n'y a pas longtemps, dans le monde, il y avait un dossier sur les partis sociaux-démocrates. En 89, ils ont cru que, en gros, leur instant était arrivé, que c'était terminé, comme il n'y avait plus de communisme. L'avenir était que pour eux. Et puis, en fait, ils se sont complètement écroulés. Et c'est la droite qui a pris le pouvoir presque partout en Europe. Pourquoi? Je vais vous le dire comme ça. Parce que comme Staline a nationalisé les coiffeurs et a envoyé 20 millions de personnes au goulag, du coup, on ne peut plus nationaliser EDF. Ben non, c'est pas comme ça qu'il faudrait réagir. Il faut se poser des questions sur la propriété du capital. Parce que c'est bien joli de dire « les multinationales sont méchantes ». Mais elles sont méchantes par nature. Parce qu'elles sont propriétés privées, de capital privé qui veulent juste faire plus de pognon. Donc au bout d'un moment, il faut se poser la question de la propriété du capital. Et quand on est dans des PME où nécessairement là, on ne va pas nationaliser, il faut se poser la question de sur quelle base on décide et qui décide. Alors ce qui est assez drôle dans la situation actuelle, c'est un économiste rose, comme M. Thomas Piketty, qui a été conseiller de Ségolène Royal en 2007, il en arrive à se poser des questions de ce type. Alors il fait des propositions qui se discutent, hein, mais bon, Fredo dit que c'est de la merde. Moi, je ne dis pas que les propositions sont celles qu'il faut prendre ou etc. Je dis que ce qui est intéressant, c'est qu'il pose la question de comment faire pour que l'intérêt général, l'intérêt des citoyens, l'intérêt soit pris en compte au moment où on décide qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise. Alors il fait des propositions qui sont à discuter, évidemment. Mais l'intérêt, je vois là-dedans, c'est que, paradoxalement, c'est très très long depuis 89, mais le moment peut-être revient dans la tête des gens où on peut reparler de ça d'une manière beaucoup plus forte. Pour changer la société, il faut changer la manière dont on prend les décisions dans les entreprises. Et pour le faire, il faut se poser la question et de la propriété du capital et de la démocratie dans l'entreprise. Et évidemment, c'est des questions très dures. Par exemple, elles sont liées à la question que j'ai posée sur la connaissance, le savoir et les technologies. Parce que pour répondre à la question comment on produit, eh ben, il faut avoir le savoir. Il faut partager le savoir sur les techniques, sur ce qui est possible, sur ce qui n'est pas possible. Et puis, dernière petite remarque par rapport à Fredo. La formule sur il faut la nature, c'est le vivant, etc., etc. Ah, attention, attention. Oui, il y a du vivant dans la nature et l'agriculture doit s'appuyer sur ça et elle doit se transformer profondément pour faire plus d'agronomie et puis moins d'intrants, moins de chimie, etc., etc. Ça, c'est fondamental. Mais il n'y a pas que des choses vivantes et renouvelables dans les ressources naturelles que nous utilisons. Le fer, le cuivre, le phosphate, le climat, tout ça, c'est pas renouvelable. Hein, c'est des stocks. Et une fois qu'on a pris, c'est très difficile de remettre. Et réutiliser, par exemple, toutes les terres rares, tous les métaux qu'on utilise dans nos objets, ça a un coût qui peut être très élevé, même énergétiquement, parce qu'une fois qu'on les a mis dans un objet, vous voyez, c'est plus cher de récupérer les terres rares qui sont là-dedans que d'aller faire une mine de terres rares. Aujourd'hui encore. Peut-être qu'on arrivera à développer les techniques qui permettront de récupérer tout ce qu'il y a là-dedans et de séparer tous les métaux qu'il y a là-dedans pour refaire un autre téléphone portable, ok, mais on n'y est pas tout près. En résumé, on a un problème, c'est que c'est trop tard pour avoir des priorités entre le social, le technique, le culturel, le politique, la technique, la technologie, etc. Il faut tout faire en même temps. Il faut tout faire en même temps parce que si on ne fait pas tout en même temps, eh ben nos enfants nous haïront parce qu'on leur aura laissé une planète qui va se réchauffer à 4 à 6 degrés et ça provoquera des crises, y compris des guerres monstrueuses, même par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent.